Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du déploiement via une image Docker, toujours en étudiant les fonctionnalités de Picaré, hein, voilà. Donc le site de Picaré, il est là, hein, et je l'ai redécouvert récemment. J'avais fait une vidéo dessus il y a 2 ans. Puis récemment, mon attention a été réattirée de nouveau par Picaré, et j'avais regardé les fonctionnalités, et notamment, il y a une partie qui m'intéresse ici, c'est la question du déploiement. Et j'avais fait une vidéo récemment, hein, où je parlais de ça, et je suis parti sur la première piste là, hein, qui est sur le site web. Je suis parmi voilà, qui était la création d'une API REST. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo aussi. Et dans cette vidéo aussi, j'avais dit, ah, il y a d'autres aspects qui m'intéressent là, que je dois tester pour voir si ça marche réellement. C'est la création d'une image Docker. Alors, pour bien situer les choses, je vais parler de la question du déploiement d'abord, pourquoi ça fait partie de notre travail en tant que data scientist. Et ensuite, je vais parler de Docker, quel est l'intérêt de Docker. Et ensuite, je vais montrer la solution que propose Picaré. Et malheureusement, pour le coup, je ne vais pas adopter cette solution-là parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des soucis. Je vais essayer de mettre le doigt sur ces soucis-là et je vais proposer une solution alternative qui marche très bien également. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, c'est quoi la question du déploiement? Elle est ancienne, hein. L'idée, c'est que vous vous rappelez, hein, CRISP-DM, c'est assez ancien, ça date de plus de 20 ans, CRISP-DM. On parlait du travail du data miner à l'époque, on parlait pas de data scientist, hein, on parlait de data miner. Et dans le travail du data miner, il y avait l'idée de effectivement comprendre le problème, trouver les données qui correspondent, comprendre les données, préparer, modéliser, évaluer. Une fois qu'on a fini de cycler autour de tout ça, on se dit, il faut déployer. On pensait à l'époque que le déploiement était le travail d'autres personnes, des informaticiens de la DSI, des choses comme ça. Ce qui a un peu changé ces dernières années, c'est qu'on est parti sur l'idée de cycle de vie de machine learning. Donc là, c'est le site d'IBM, hein. Voilà. Et sur le site d'IBM, il y a CRISP-DM qui est ancien, hein, plus de 20 ans. Alors, ce qui est nouveau, là, je suis sur le site d'AWS cette fois-ci, où il parle de machine learning, hein, voilà. Et on est toujours sur les mêmes idées. Regardez, hein, là, on a bien ça, et aujourd'hui, on est là comme ça. Alors, on est bien sur les mêmes idées. On est bien sur les mêmes idées de cycle de vie de projet de machine learning. On est bien ici. On a bien les différentes étapes. Mais ce qui est mis en avant, c'est l'idée de cycle de vie. C'est-à-dire que une fois qu'on a déployé, c'est pas fini. Le modèle doit être mis à jour parce que les données sont mises à jour. Et surtout, on est à une période, à une époque où les données sont extrêmement, il y a beaucoup de mises à jour de données, la fameuse, je dirais même volatile en fait, vélocité, mais surtout volatile en réalité, et que du coup, on doit ajuster les modèles systématiquement. On doit beaucoup ajuster les modèles, en tous les cas, à des fréquences qui n'étaient pas le cas avant, il y a 20 ans, hein. Donc, ce travail de déploiement-là est important et le data scientist doit avoir une bonne visibilité là-dessus. Voilà. Il y a une vraie articulation. C'est un de mes amis là qui en parlait, mais justement, c'est vraiment ça l'idée. Il y a une vraie articulation entre le travail du machine learner, si vous voulez, et le travail de l'informaticien qui est chargé de déployer ces modèles-là. Il y a une vraiment. Alors aujourd'hui, on donne un autre nom, machine learning engineer, si vous voulez. Voilà, très bien. On parle aussi de MLOps. Pourquoi pas? En tous les cas, euh, il y a une vraie intégration. Il y a une vraie intégration du processus complet, y compris le déploiement, dans le travail du machine learner. C'est ça l'idée. Donc, il faut que les étudiants soient formés là-dessus. C'est ça la vraie question. Moi, j'y attache beaucoup. C'est pas trop ma spécialité, moi, mais bon, dans tous les cas, les étudiants que je forme, je veille à ce qu'ils aient ces aspects-là en trouvant justement des personnes compétentes pour les former à ça. C'est extrêmement important. Alors, ils le font, ça, ces différents aspects-là, ils le font, mais bon, comme je suis curieux de nature quand même, j'essaie de voir. Moi aussi, j'essaie de garder un peu le fil, hein. Ça passe tellement vite la technologie de nos jours que non, les profs ne doivent pas rester sur le bas-côté. Il faut absolument que le prof suive le rythme. Mais c'est très bien. C'est une forme de challenge que moi j'adore. J'ai toujours aimé la techno de toute manière. Et essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour essayer d'évoluer également en même temps que les étudiants, bah, c'est le genre de challenge que j'aime bien. Donc, j'avais fait la vidéo ici, voilà, où j'avais vu les API REST. Aujourd'hui, je vais essayer de voir les fameux créations d'images Docker. Donc, j'ai cliqué sur le lien là, hein, voilà. Je suis cliqué sur le lien et j'ai vu ça. Alors, c'est quoi Docker? L'idée, c'est que vous créez une application. Vous créez cette application-là, on crée dans un environnement Python, si on travaille sous Python. Bon, on travaille quand même beaucoup sous Python dans notre domaine, hein. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument être vigilant là-dessus. Voilà, j'ai créé un environnement dans lequel j'ai développé mon application. Très bien. Quand je veux maintenant déployer mon application chez le client, par exemple, hein, voilà.
Pour que ça puisse marcher, il faut qu'il ait un environnement qui soit le même que le mien. Alors, s'il faut que j'installe chez lui Python déjà, alors que bien, on connaît très bien la susceptibilité de la DSI. Donc j'arrive, moi, Rico, je vais aller chez le client, je vais commencer à tripoter leur machine en installant Python, voilà. Ensuite, je vais installer les paquets et tout ça. C'est juste pas impossible en réalité. C'est juste impossible. Et du coup, je ne suis même pas sûr de pouvoir lui assurer un environnement qui soit le même que le mien, qui permettra à l'application de tourner correctement. D'où l'idée de Docker. Alors, l'idée de Docker, bon, le site de Docker, il est là, hein. Bon, le site de Docker, il est comme ça. Là, pour le coup, je préfère regarder la page Wikipédia. La page Wikipédia, elle est là. Voilà, elle est là. Je vais la mettre ici. Alors, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle donc une image, hein, une image, voilà, de notre application. Qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Il y a votre application, bien sûr. Généralement, c'est un fichier .py, mais ça peut être autre chose, hein, toute autre chose, on est d'accord? Et tout l'environnement, hein, de votre application. Alors, si je parle, par exemple, donc d'une application Python, si je parle d'une application Python, il y a mon fichier .py, le fichier .py que vous avez développé, mais il y a aussi, d'une part, l'interpréteur Python, et d'autre part, tous les packages qui permettent à votre application de fonctionner. S'il y a des bases de données, il faut l'intégrer également. Donc, l'idée, c'est de ramener tous les éléments, votre programme et tout l'environnement qui permet à votre programme de fonctionner correctement dans une image. Et cette image-là, par la suite, peut être partagée. Il y a des mécanismes pour ça, hein, par GitHub, par exemple, hein, mais il y en a d'autres également, hein, voilà. Et une fois que c'est partagé, la personne va réceptionner ça et il la fait fonctionner et il aurait exactement, d'une part, votre application et l'environnement qui permet à votre application de fonctionner de manière optimale. Donc, c'est l'idée de la conteneurisation. Il y a deux idées, en fait. Un, vous créez une image, et ensuite, quand l'image est exécutée, on a ce qu'on appelle un conteneur. C'est ça l'idée. Voilà. Avec un outil qui permet justement d'héberger et de partager, hein. Voilà. Alors moi, je suis sous Windows, donc j'utilise Docker Desktop et Desktop pour Windows, simplement. Donc je vais créer une image là, voilà, qui va apparaître ici, et ensuite je vais l'exécuter, voilà, et quand il sera exécuté, il sera dans les conteneurs qui sera exécuté. Et on verra, hein, bon là il n'y a rien pour l'instant parce que j'ai rien préparé, on verra que cette image-là, on peut la partager ailleurs, on peut faire un push pour l'envoyer, voilà, justement par exemple sur GitHub, mais il y a d'autres mécanismes pour ça, pour que d'autres personnes le récupèrent et puissent le faire fonctionner correctement. C'est ça l'idée. Donc j'en étais à ces idées-là, donc je suis allé voir ici, et j'ai essayé de faire fonctionner. Et c'est là que j'ai eu des problèmes. Alors je montre rapidement pourquoi c'est pas bon, parce que je dis ça, mais peut-être que c'est pas vrai. Et une fois qu'on aura vu pourquoi c'est pas bon, on va essayer de voir comment on peut sortir de ça. Donc je suis allé voir, voilà, il a généré un fichier, donc j'ai suivi à la lettre ce qui est là, hein. Donc j'ai créé les données, voilà, mais je vais montrer le tutoriel tout à l'heure. Ensuite, une fois que j'ai créé les données, j'ai créé l'API REST, comme exactement dans la vidéo que j'ai fait ici, hein, on est d'accord là-dessus. Et ensuite, j'ai créé tous les éléments qui permettent de créer l'image Docker. Une fois que j'ai fait ça, j'ai créé l'image Docker. Vous avez la commande là, hein, Docker image build. Il est apparu ici parmi les images qui ont été construites et j'ai essayé de les lancer. Et là, il s'est mis à planter. Alors bon, c'est pas bon ça, hein, voilà. Je me suis dit, mais pourquoi ça plante? Je suis allé voir. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour créer une image Docker, on a différents éléments. On a le Dockerfile. Déjà, je suis allé voir ici, Dockerfile, et j'ai vu qu'il a généré pour Python 3.8, la version slim, c'est-à-dire la version allégée, pas besoin de tout installer. Mais ça va pas. Ça va pas parce que moi, quand j'ai créé mon tutoriel, j'ai créé un environnement et dans mon environnement, j'ai utilisé Python 3.11, hein. C'est bien ce qui est là. Donc, je suis dans Anaconda, j'utilise Anaconda. Avec Conda, j'ai créé un environnement, tuto Picaré qui est là. Et donc, j'ai installé la version Python 3.11. Donc, du coup, il m'a installé la 3.11.6 et il m'a installé la version de Picaré. Alors, c'est un peu plus haut Picaré qui est là, 3.2.0. Déjà, il y a un problème. Déjà, il y a un problème avec la version de Python. Bon, c'est pas trop non plus compliqué, hein. J'ai modifié, j'ai mis 3.11.6. Pourquoi pas, hein. Je pourrais mettre la version slim aussi pour la version allégée, mais je voulais, comme ça commence pas à marcher, généralement, il faut être très scolaire. C'est ce que je fais moi-même, hein. Quand ça commence à planter, je suis extrêmement scolaire. Et je fais les choses étape par étape. Je regarde les tutos sur Internet, voilà, et je suis étape par étape. Donc j'ai modifié ça. Ensuite, cette commande-ci sert à créer un répertoire, voilà. Et tout le contenu de mon répertoire ici, de travail local, là, voilà, ce répertoire-ci, va être copié
dans ce répertoire de mon application. C'est ça le rôle de add, hein. On aurait pu mettre copie aussi. Ensuite, on a une mise à jour des librairies. Pourquoi? Parce que je vais lancer pip. Donc, je vais lancer pip qui permet d'installer les librairies. Donc, il a créé aussi un fichier requirements. Donc, je suis allé voir le fichier requirements. Voilà. Et là, arrive un autre souci. Il met Picaré, il met FastAPI, voilà, Univicorn pour pouvoir lancer l'API REST que j'ai montré dans ma dernière vidéo, mais j'ai pas de numéro de version. Et ça non plus, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout en réalité. Parce que du coup, je sais pas ce qu'il va faire, hein. Si on change de version, lui, il va installer une version plus récente, peut-être, hein, au fil du temps. Et peut-être que mes maquettes de fonctions vont pas fonctionner. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai installé la version full de Picaré, hein. Quand je fais pip install Picaré, j'ai mis la version full pour avoir tout l'environnement complet de Picaré. Voilà. Il a enregistré, il a installé aussi les dépendances, et parmi les dépendances, il a mis Pydantic. Alors Pydantic, en fait, c'est un mécanisme de validation, hein, de typage des données ou des valeurs, hein, qu'on passe dans les fonctions, ainsi de suite. Voilà. Vous avez le site web qui est là, et voilà, c'est ça l'idée. Pourquoi? Parce que avec Python, normalement, on écrit avec un typage dynamique, hein, le code est absolument pas lisible. Donc l'idée, c'est de faire, d'introduire des mécanismes de validation, hein, par exemple pour le typage, les espaces de valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est très bien ça. Sauf que moi, comme j'ai installé la Python full, il m'a installé cette version-ci par la dépendance, je sais pas, hein, c'est lui qui a fait, hein, moi j'ai rien fait pour le coup. Et je me suis rendu compte que quand j'installe avec un recurement, avec le pip là, actuellement, avec cette version de Picard ici, pas la full, hein, voilà, il met une version de Pydantic plus récente, qui est celle-là. Voilà, la 2.5.2. Et du coup, bah, mon code là, pour faire apparaître le site web ne fonctionne plus. Voilà. Ce code-là, il fonctionne plus. En fait, c'est cette partie-là qui est plantée. Alors j'ai regardé, ça commence à me prendre la tête, hein, mais comme je suis du genre à pas lâcher le morceau, j'ai regardé. Il fallait faire un typage ici, donc il fallait mettre un tuple, voilà, ou entre parenthèses, du coup, hein, on met le type et la valeur. Donc j'ai essayé de faire ça, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'allais me perdre. J'allais me perdre, et puis j'aimais pas trop cette histoire-là. Ça me paraissait pas. Alors je pourrais en réalité ici changer, mettre les versions, ainsi de suite. Voilà. Et ici également de faire des modifications dans le Dockerfile, puis essayer également de faire des modifications. Mais au bout d'un moment, il y a tellement de modifications qu'on s'y perd. On s'y perd. Donc je me suis dit, c'est pas la bonne idée. Il faut que je trouve une manière plus simple de présenter les choses. Et c'est là que est venue l'idée de créer une application Streamlit. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Streamlit? De nouveau ici, hein, voilà. Streamlit, c'est un outil qui permet de créer une application web très facilement en Python, tout simplement, hein, spécialisée dans la data. Voilà, mais bon, ça peut être aussi pour autre chose en fait, hein. Une application Streamlit, ça sert à tout, à une application dynamique, voilà, comme peut être Dash, Bokeh ou même aujourd'hui Gradio. Sous R, on a AirShiny. Je suis pas spécialiste du tout, hein. Moi, ma vraie spécialité, c'est les méthodes de machine learning, c'est les méthodes donc de statistiques exploratoires, d'analyse de données et d'économétrie. Voilà. Ces méthodes-là, j'ai une bonne visibilité là-dessus. En revanche, les applications comme ci, j'ai suffisamment de culture pour voir à peu près, mais bon, en soi, c'est plutôt mes étudiants qui sont spécialistes là-dessus, hein. C'est eux qui me font le cours pour le coup. Bon, j'ai regardé un peu quand même. Je me suis dit, mais attends, Rico, t'es capable d'apprendre ça rapidement, hein. Donc, j'ai regardé vite fait. Finalement, en 2 minutes, ça arrive très bien. Surtout qu'il y a des sites web qui sont pas mal. J'en montre un ici, voilà, de Fanilo Angena Solo, voilà, qui est excellent et qui connaît très bien Streamlit. Donc, sur son site web, là, regardez, hein, il parle beaucoup de Streamlit. Et justement, il y a même ici, hein, voilà, il y a une playlist avec tout un tas de choses qui permet d'apprendre à utiliser Streamlit. Donc, j'ai regardé ces vidéos, tout simplement, hein, que je connais un peu. Fanilo, je le connais très bien. Voilà. Et donc, j'ai regardé ses vidéos, j'ai passé un peu de temps sur ses vidéos, et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, je suis capable de me lancer. Donc, c'est ce que je fais ici. Du coup, qu'est-ce que je vais montrer aujourd'hui? Après ce long préambule, mais il fallait absolument que j'explique bien les différentes démarches, hein, sinon on s'y perd. Je vais reprendre ce que j'ai fait la dernière fois. Je vais reprendre ce que j'ai fait la dernière fois. Alors, je vais fermer tout ça là parce qu'au bout d'un moment, on s'y voit plus. L'idée, c'est que j'ai des données, je fais train test, sur le train, je modélise et j'évalue sur le test. Une fois que c'est fait ça, je finalise le modèle sur la totalité des données. Ce modèle-là, j'en vais créer une application Streamlit. Très bien.
Donc, c'est la partie déploiement, c'est cette partie-ci. Et cette application Streamlit-là, je vais l'encapsuler dans un Dockerfile, dans une image Docker, que je pourrai déployer par la suite. C'est ça l'idée. Et voilà. Et du coup, on a une double compétence. Un, on a création d'une application Streamlit, mais vous allez voir le code, vous allez rigoler. Hein, un gamin en sixième, il le fait. Hein, il connaît un peu Python, il vous le fait, l'application Streamlit. Hein. Voilà. Et deux, création de l'image Docker, où il faut être suffisamment précautionneux, il faut être très attentif, il faut être rigoureux, tout simplement. Et si on est rigoureux et qu'on suit bien les étapes, là également, c'est un jeu d'enfant. Voilà. J'y connais pas grand-chose. Hein. J'ai eu des ateliers, j'ai suivi des ateliers faits par mes étudiants. Un sur Streamlit, ils se reconnaîtront, hein, ceux qui m'ont fait l'atelier Streamlit, et deux sur Docker. Là également, les étudiants se reconnaîtront qui m'ont fait les ateliers Docker. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu regarder. Ensuite, j'ai regardé sur Internet les vidéos, notamment ceux de Fanny Lo, et à partir de là, je te la fais, moi, l'application, sans problème. Hein. Très bien. Une fois que tout ça est dit, du coup, je vais lancer. Voilà, et je vais traiter les mêmes données que la dernière fois, hein, que ma dernière vidéo. Donc là, vous avez l'application et on va travailler sur les données qui sont là. Donc, je suis là et les données sont là. Hein. C'est les données PIMA, c'est les fameux Indiens qui sont parqués dans des réserves et qui développent le diabète. C'est ça l'idée. Voilà, et donc, on a les données là. La variable cible, c'est l'occurrence du diabète ou pas chez les personnes parquées dans des réserves. Voilà, et on a une série de variables. J'ai réduit à 4 variables pour que ce soit plus facile à appréhender. Et d'autre part également, il y avait des données totalement incohérentes. Hein. Par exemple, des body mass, d'indice de masse corporelle à 0, c'était pas bon ça. En fait, les données manquantes étaient remplacées par 0 dans ce fichier. Donc j'ai viré toutes ces lignes-là tout simplement. Je suis sur une visée pédagogique là, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que je suis allé au plus simple. Alors, une fois que c'est ça, donc je vais effacer toutes les données. Hein. Hein, puis on va recommencer à 0. Donc, premier élément très important dans ces histoires de déploiement d'applications, il faut absolument regarder les versions. Hein. Et, ça, c'est vraiment super important. Donc, c'est ce que je fais ici. La version de Python, c'est 3.11.6. Très bien. Ensuite, la version de Picaré, j'ai fait une installation full, moi. Hein. Voilà, 3.2.0. Donc, tout à l'heure, quand je vais créer le Dockerfile, parce que j'ai créé mon environnement avec ça, quand je vais créer le Dockerfile, je vais mettre ces versions-là pour être sûr que tout est nickel. Ensuite, bon, je charge les données, hein, très bien. Une fois que les données sont chargées, on a bien ici les 4 explicatives et la variable cible. Je calcule la distribution des classes, très bien. Je vais vite parce que dans cette vidéo-ci, là, tout ça est détaillé, donc je ne vais pas perdre du temps là-dessus. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est la partie déploiement. Voilà. Une fois que c'est ça, donc je crée une expérimentation. Ça, c'est assez génial. Ensuite, dans cette expérimentation-là, je prends 70% pour l'apprentissage, 30% pour le test. Je fais un tirage stratifié, je normalise les données parce que je vais utiliser une régression logistique. Voilà, et je fais 5 pour les folds en validation croisée. Et là, j'ai mis session ID 2023 parce qu'on est en 2023. Si on était en 2024, j'aurais mis 2024. Donc, c'est ce que je fais ici. Une fois que se fait ça, je vérifie la liste des algos disponibles. C'est ce qu'on a ici. Hein. Et je vais récupérer la régression logistique. Donc, c'est ce qu'on a ici. Je liste les algos disponibles. Là, vous avez la description, là. Hein, et j'ai choisi la régression logistique. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une méthode relativement simple. Donc, on arrive très bien à voir ce qui se passe. Donc, voilà. Je fais l'apprentissage sur la partie train. En même temps, il fait la validation croisée. Et il me donne ici une estimation de l'accuracy. Dans ma précédente vidéo également, j'explique que, attention, hein, généralement, ils font des moyennes non pondérées là. Et bon, si les effectifs sont pas divisibles par 5 exactement, bon, bah, on peut toujours discuter. Mais bon, ça donne une idée, c'est une estimation de toute manière. Bon, une moyenne non pondérée des F1 score, il y a quand même beaucoup à dire là-dessus. Alors, ensuite, je fais la prédiction sur l'échantillon test. Très bien. J'ai l'évaluation en test. Là, pour le coup, les indicateurs sont tout à fait licites, là, pour le coup. Hein. Là, le F1 score, il est vraiment licite. Et je vois ici les performances. Donc, je finalise le modèle. Très bien. Ah non, là, je regarde les variables qui vont peser. Donc, plasma pèse le plus, ensuite body mass. Du coup, quand on va faire des simulations tout à l'heure, je vais modifier plasma en premier pour voir si ça change. Hein. Et je crée le modèle définitif sur la totalité des données. Et en réalité, j'avais expliqué qu'il créait un pipeline. Il crée un pipeline entier, en fait. On est bien d'accord là-dessus. Qui inclut la gestion des données manquantes, voilà, et également la normalisation de données que j'avais demandé. Donc, quand on va déployer, c'est bien un pipeline qui est déployé. Et le modèle, il est en dernier ressort. C'est vraiment très important, ça. Hein. Du coup, quand je vais le déployer, hein, on verra bien que, par exemple, s'il y a des données manquantes, il doit le gérer. On est d'accord là-dessus. Alors,
Dernier point, je vais sauvegarder et ça permet de créer. Il faut d'abord créer d'abord le fichier pickle. Oula, je l'ai regardé 20 fois et j'ai pas vu le truc. Voilà, il faut d'abord créer le fichier pickle qui est le modèle. En fait, c'est le pipeline qui a été sauvegardé, tout simplement. Je lance, voilà, et on a bien le pipeline qui est sauvegardé. Je l'ai appelé modèle RICO, voilà, avec les différents éléments. Si je vais sur le disque, donc, on a bien le fichier pickle. On est le 26 novembre, là. On est bien d'accord, hein? Voilà, et il est 18h45, hein, 26, et il est 18h45. Voilà. On est bien d'accord là-dessus. Bien. Une fois que c'est fait là, j'ai plus besoin de mon notebook, je le ferme. Bon, ok. Qu'est-ce qui se passe alors? Ce qui se passe maintenant, c'est que je vais créer l'application Streamlit, hein. C'est une application visuelle qui permet d'exploiter mon modèle. Donc déjà, je récupère le modèle et je vais le mettre ici. En fait, je l'avais créé déjà, hein, remplacer fichier de destination. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Mon application Streamlit, elle est là. Donc, je vais montrer très rapidement. Vous allez bien voir que c'est un jeu d'enfant, hein. Si moi j'y arrive, il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. C'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. On est bien d'accord, hein? Si moi j'y arrive, pourquoi vous n'y arriverez pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon application Streamlit? Il y a les différents éléments qu'on a vus d'ailleurs dans le fichier API, mais là, j'ai beaucoup simplifié, hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai installé dans mon environnement, j'ai installé Streamlit. On est d'accord là-dessus, hein. Ensuite, une fois que j'ai installé Streamlit, voilà, j'importe Streamlit, j'importe les éléments qui permettent de gérer le modèle. Un, chargement du modèle Pickle, le fichier Pickle. Predict, c'est pour faire une predict sur un nouveau jeu de données. Ensuite, j'importe Panda parce que je vais avoir à faire des transformations. Quand vous installez Picaré, par dépendance, il va installer Panda. Mon application, du coup, j'affiche, hein, voilà, déploiement de modèle. Donc c'est le titre, hein, c'est le titre qui apparaît. Et qu'est-ce qui se passe? Je charge le modèle. C'est ce qui se passe ici. Alors, Streamlit a un fonctionnement très particulier. C'est qu'à chaque fois qu'on fait une modification à l'intérieur de votre page web, il relance tout le code. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Bah là, en l'occurrence, le modèle, ça veut dire qu'il va le recharger à chaque fois. Donc on a intérêt à le mettre en cache. Comme ça, il ne charge qu'une fois. Et à la prochaine exécution de la page entière, il va regarder s'il est dans le cache. S'il est dans le cache, bah, très bien. Il n'y a pas besoin de recharger. C'est le rôle de ça. Donc, je dis, il faut mettre une ressource en cache, c'est le chargement de modèle. Et c'est là qu'il va charger le fichier modèle RICO qui est sur le disque, modèle-rico.pickle. Par défaut, l'extension, c'est pickle. Très bien. Comme ça, il le charge qu'une seule fois, même si à chaque modification dans la page, il y a des réexécutions. Ensuite, bon, l'espace de travail, je la divise en deux parties, hein. Sinon, quand vous mettez des input texte là, texte input plutôt, il met sur toute la largeur de la page web. C'est pas bon ça. Donc j'ai créé deux colonnes et la première colonne est de largeur 1/4 et l'autre colonne est 3/4. Voilà. Et ensuite je fais les input texte. Voilà. Trois input texte et bon, je mets 3 caractères maximal, hein, bien sûr. L'âge, ça peut pas être plus que 3 caractères, on est d'accord. J'ai mis aussi les valeurs par défaut, hein. Donc là, c'est le nom du champ, voilà, qui apparaît, hein, c'est le label du champ, et là, c'est la valeur par défaut. Tout est en texte, là. Tout est en texte, là. Voilà. Bon, l'âge supérieur à 3 chiffres, j'en ai pas vu, hein, ça n'existe pas, on est d'accord là-dessus. Pareil, les body mass supérieurs à 3 chiffres, il faudrait vraiment s'inquiéter pour le coup. Alors, ensuite, tout ça est en chaîne de caractères. Il faut que je le parse en numérique quand je vais envoyer les données à la prédiction. Euh, il faut vérifier, il faut toujours se prémunir de la bêtise des utilisateurs. C'est ce que je dis tout le temps aux étudiants. Vous créez des applications, vous le testez vous, tout va bien, bah, pas de problème, nickel. Mais quand vous déployez ça, l'utilisateur, il fait ce qu'il veut. Lui, attends, il lit jamais la doc déjà, hein. Ça, c'est quasiment une religion, c'est les informaticiens, ils lisent jamais la doc. Et ils vont commencer à tripoter en testant. Donc, si vous ne mettez pas des protections sur vos champs, là, le gars, il rentre un truc, ça marche pas, il dit c'est votre faute. On est d'accord là-dessus. C'est pour ça que j'ai créé une fonction try-parse. Donc, je récupère une chaîne de caractères via le champ, là, et une fois que j'ai récupéré une chaîne de caractères via le champ, voilà, je fais le transtypage en float. Si ça fait une erreur, ça fait un transtypage. Si ça fait une erreur de transtypage, voilà, j'ai fait un try except, là, je renvoie une valeur not a number. Pourquoi je renvoie une valeur not a number? Parce que j'ai vu que dans Picaré, la valeur en fait, qui restitue l'idée de valeur manquante, c'est un not a number. C'est pas NA, c'est pas NA, c'est not a number.
Ok, bah, Picaret fait comme ça, ben moi je suis, hein. À Rome, on fait comme les Romains. Picaret dit que quand c'est une valeur manquante, il faut utiliser un not a number, bah, c'est ce que je fais ici. Donc s'il rentre une valeur valide, il va récupérer la valeur qui a été rentrée dans le champ, et s'il rentre une valeur qui est invalide, bah, qu'est-ce qui se passe? Je renvoie un not a number pour dire que c'est une valeur manquante. Ensuite, bah, je crée un dictionnaire pour matérialiser les données avec les différents champs et très parse des champs qui sont récupérés ici, hein, via le formulaire, si vous voulez, de Streamlit. Voilà. Une fois que c'est ça, du coup, de nouveau, je fais la prédiction avec ces données-là qui sont transformées en DataFrame Panda. C'est pour ça que j'avais besoin de Panda tout à l'heure, hein. Voilà, donc j'applique le modèle qui a été chargé. Le modèle qui a été chargé là, je l'applique sur les données qui ont été récupérées du formulaire avec le mécanisme de protection. Et comme là également, il peut avoir des erreurs, je le mets également dans un try except. Voilà. Ça aussi, les étudiants doivent bien le savoir, ça, hein. Mettez des try except dans votre code, hein, parce que vous savez pas, hein, ce que fait l'utilisateur. Et il faut prévoir ces différents éléments-là. C'est ce que je dis tout le temps aux étudiants, hein. Quand on développe, la première fois, qu'est-ce qu'on fait? On développe le plus rapidement possible pour avoir un truc qui marche. C'est rassurant pour nous, ça nous permet d'avoir une idée qu'on n'est pas trop mauvais, qu'on n'est pas trop à côté de la plaque, hein. Une fois que c'est fait ça, on revient dessus, voilà, on va voir si l'architecture est bonne ou s'il faut la réécrire, voilà. Et une fois qu'on a bien les idées en tête, voilà, on rajoute les protections. Et les protections, c'est rajouter les différents éléments qui fait que ça va pas planter. Il n'y a rien de plus mauvais dans une existence que on lance une application et on a quelque chose qui est pas. Voilà. Alors, j'ai rajouté un bouton calculer, mais dans Streamlit, vous savez bien, hein, dès qu'on a modifié et qu'on valide, hop, ça relance la feuille, hein, donc ça relance les calculs en réalité. Mais bon, un bouton calculer, c'est pas mal aussi. Et enfin, j'affiche la valeur de la prédiction, le label, et ensuite le score. Voilà. Avouez que c'est quand même pas compliqué de créer une page Streamlit comme ça. On est d'accord, hein? On est vraiment d'accord. La vraie nouveauté ici, c'est le chargement du modèle et ensuite d'appliquer le modèle sur les données qui ont été récupérées sur le formulaire. Voilà. Mais créer un formulaire Streamlit, c'est quand même pas. Voilà. Parce que, bon, les étudiants le font, mais quand ils le font pas, ils arrivent quelque part, vous avez utilisé Streamlit? Bah, déjà, non, on n'a jamais vu, donc on est mauvais alors. Mais non, 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 non. Si on a vu des outils similaires, genre AirShiny, hein, pourquoi pas, hein? Vous avez travaillé avec AirShiny, faire la jonction et travailler sous Python et passer sous Streamlit, c'est juste, on est bien d'accord, c'est très simple. Alors, bah, du coup, bah, je vais essayer de lancer déjà mon application Streamlit. Donc là, je vais aller ici et je vais lancer, voilà, le PowerShell. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vais lister les environnements. Les environnements installés sur ma machine, il y en a plusieurs ici. Ce qui nous intéresse, c'est celle de tuto Picaré. Donc, je vais activer cet environnement-là. Activate, voilà, tuto Picaré. Hop là. Parce que j'ai fait oh, j'ai recréé 2 fois Picaré. Là, c'est ballot, ça, Rico. Hop là. Très bien. Ensuite, je vais me placer dans mon dossier. Mon dossier, il est là, hein. Le chemin, il est là. On est d'accord là-dessus, hein. Bon, je peux le faire en copier-coller même, hein. Voilà. Je fais CD, hop, voilà, et je fais un dire, et très bien. On a bien les éléments ici. Qu'est-ce qu'il me reste à faire alors? Ben, je vais lancer. Donc voilà, j'ai créé un environnement, hein. Voilà, donc j'ai une version de Python et on a une série de packages. On a une série de packages, hein. Donc je vais lister les packages qu'il y a dans mon environnement là. Vous allez bien voir, il y en a toute une série. Voilà. Donc si on s'en tient à ça, ça veut dire que pour faire fonctionner mon application Streamlit chez le client, par exemple, il faudrait que chez lui, je l'installe une version Python. Déjà, il faudrait avoir les droits pour le faire. Et ensuite, une fois que j'ai installé Python, il faut que je crée un environnement, voilà, et que j'installe donc tous ces packages-là pour que ça fonctionne. Ouh, bah, déjà, sa machine, on ne sait pas comment elle est, ainsi de suite, et puis je ne sais pas si on a le droit, ainsi de suite. Donc c'est bien ça le problème, hein. Le problème du déploiement chez le client, c'est qu'on peut créer une jolie application Streamlit, c'est ce que je suis en train de faire, mais se pose la question de la configuration, hein, de l'environnement pour qu'il puisse fonctionner. Alors je vais quand même lancer ici pour que vous voyez bien, hein, Streamlit, voilà, run de mon application, et j'ai oublié le nom de l'application du tout. Comment je l'ai appelé déjà? Streamlit Rico.
Voilà, boum. Une fois que c'est bon ça, voilà, il me dit, il est là, et on va le récupérer, il est en train de fonctionner ici. Donc, voilà les différents éléments que j'ai rentrés. Avouez que c'est pas... Voilà. Et on a ici les champs de saisie avec les valeurs par défaut, hein, et il a la prédiction sur ces valeurs par défaut. Alors, on a vu que la variable qui joue le plus, c'était plasma. On va voir. Donc, si, par exemple, le plasma, on va baisser le plasma, on va dire 50. Voilà. Soit je fais entrer, soit je clique sur calculer. Mettons que je fais entrer. Boum, vous avez vu que la prédiction a changé. D'accord. Maintenant, à la place de je fais 100, par exemple, calculer, c'est toujours négatif, mais avec un score différent. On est d'accord, hein? Si je mets 110, voilà, négatif, voilà. Si je mets maintenant 150, boum, voilà, la prédiction est positive. Pareil, body mass, alors, admettons que je fais ici 80. Alors, body mass, je sais pas, 89, oulala, ça va pas le faire, hein. On est d'accord? Et voilà, la prédiction de l'occurrence de la maladie de diabète est positive, voilà, avec une forte probabilité. On est d'accord là-dessus. Là où c'est intéressant, c'est que si je mets rien, voilà, je mets un point d'interrogation, je mets un point d'interrogation par exemple, pour dire donnez-moi compte, parce que j'ai pas lu le doc, donc je sais pas que c'est un auto-number. Donc je mets un point d'interrogation juste comme ça, et je valide. Bah, ça marche quand même, prédiction négative avec la valeur qui est là. On est d'accord? Pourquoi? Parce que dans le try parse, en fait, il a essayé de parser les points d'interrogation en float, et ça a planté. On est parti dans la partie exception, et là, il a renvoyé un not a number. Et not a number, Picaré le comprend comme une valeur manquante. Et donc, il a remplacé la valeur de body mass par une valeur manquante. Et dans le pipeline, là, en réalité, la valeur manquante a été remplacée par ce qui était prévu dans le input, là, dans le imputer hein, qu'on avait dans le pipeline. Vous avez vu, hein, le input valeur manquante, là. On avait bien vu. Donc, le mécanisme entier fonctionne bien. Ça, c'est très beau. Mais bien sûr, se pose la question de comment je vais faire tout ça. Donc l'idée suivante, justement, était de créer justement une image Docker, comme il s'est indiqué sur le site web ici. On va créer une image Docker et on va pouvoir le faire fonctionner via le conteneur. C'est ça l'idée. Alors, du coup, bah, moi j'ai préparé les fichiers. Attends, moi c'est pas compliqué ça. Hein. Donc voilà, j'ai créé le Dockerfile. J'ai créé le Dockerfile cette fois-ci et j'ai mis exactement comme moi je veux. C'est ça l'idée. Hein. Bon, pas besoin d'être prix Nobel également pour comprendre ce qu'il y a dans un Dockerfile. Hein. Comme je travaille sous Python, si c'était sous R, j'aurais mis R ici. Comme je travaille sous Python, je mets la version de Python avec ma version. Et d'accord, celle que j'ai utilisée pour développer. Hein. Ensuite, tout le contenu du dossier courant, voilà, tout ce dossier-là va être copié dans App, qui sera le répertoire de travail. Voilà, hein, c'est ça le point qui est là. Hein. Tout ce qui est dans le dossier courant, on va le mettre dans app. Donc, c'est ces fichiers-là qui vont mettre dans app. Donc, il y aura le streamlit.py, il y a le pickle, le fichier qui a été appris, hein, le pipeline, voilà, les requirements, voilà, les deux, c'était pas nécessaire, hein, mais bon. Ça, en tout cas, celui-là, il est super important, celui-là, il est super important. Ensuite, je fais une mise à jour. En fait, c'est pas la vraie virtualisation. Vous verrez ça sur Internet. Hein. Il vous explique que c'est pas comme VirtualBox par exemple, mais quand même il y a il y a un noyau minimal. Sinon ça peut pas fonctionner. En fait, on a un noyau Linux minimal. Hein. Voilà, juste ce qu'il faut pour fonctionner. Alors, il y a quand même, il faut installer des librairies avec pip, et pour pouvoir lancer pip, il faut une mise à jour en installant des librairies également. Bon, c'est ce que le rôle de cette commande-là. Et une fois qu'il y a suffisamment de librairies pour fonctionner, on peut lancer pip et installer les librairies nécessaires au fonctionnement de mon application Python. Mon application Python qui est Streamlit Tricot. Hein. Le Streamlit Tricot, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. On est d'accord là-dessus. C'était celui-là. Alors, regardons ce qu'il y a dans le requirements, du coup. Regardons ce qu'il y a dans le requirements. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je mets la version de Picaré avec la bonne version. Voici, avec la bonne version. Voilà. Donc, si plus tard il y a des mises à jour de Picaré, c'est pas grave. C'est bien cette version qu'elle utilisée parce que c'est sous cette version-là que moi j'ai développé. Et pareil, je mets aussi la version Streamlit avec la bonne version. Si plus tard la version de Streamlit a été mise à jour, bah c'est pas grave, ça va pas impacter mon travail parce que mon travail, lui, il est déployé avec la version de Streamlit que moi et de Picaré que moi j'ai utilisé. C'est ça l'idée. Une fois que c'est fait ça, alors bah du coup, je vais créer l'image. Je vais créer l'image Docker hein, en utilisant cette commande-là. Allons-y alors.
Là, j'ai pas besoin d'être dans Anaconda. Je peux aller dans l'invite de commande, tout simplement, hein. Alors, bien sûr, hein, assurez-vous que Docker Desktop, moi je suis sous Windows, hein, mais bon, j'imagine que l'équivalent existe par ailleurs, hein. Assurez-vous qu'il est en train de fonctionner. Sinon, vous tapez la commande Docker, il la trouve pas. On est d'accord, hein. Voilà. Donc moi, et pour l'instant, il n'y a pas d'image. On est d'accord. Il n'y a pas d'image Docker. Donc, je suis là. Et de nouveau, je vais aller dans le dossier qui m'intéresse. Donc, c'était là, là, tac, CD, hop, 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 hop là. Très bien, et je fais mon dir ici. Et je vais taper cette commande-là pour créer l'image Docker. Alors, bon, si on regarde un peu, là non plus, c'est pas non plus d'une complexité mirobolante, hein. On lance Docker, voilà, on veut créer une image, donc image build, voilà. Et le fichier, le Dockerfile qui permet de guider la création de la construction de l'image, s'appelle Dockerfile. Voilà. Très bien. Ensuite, -t, et on va donner une image. Alors moi, je vais l'appeler image Rico, par exemple, hein. Vous appelez image, je sais pas, Zinedine Zidane ou image Kylian Mbappé ou tout ce que vous voulez, hein, voilà. Et je travaille avec les dossiers qui sont dans le répertoire courant. Ce point-là, mon Dieu, quand on est un peu néophyte, c'est un point-là, on le voit pas. On croit que c'est une ponctuation dans la ligne en disant point, c'est la fin de la phase. Mais non, le point est très important pour dire que on va traiter les fichiers qui sont dans le dossier courant, ces fichiers qui sont affichés là. Ces fichiers qui sont affichés là. Donc le Dockerfile, il va le chercher dans le dossier courant et les différents éléments qui sont indiqués dans le Dockerfile, le requirement, c'est le streamlit.py, ils vont le chercher dans le fichier courant. Alors encore 2 secondes, hein. Je l'ai fermé ou pas? Ah oui, je l'ai fermé. Regardez dans le Dockerfile, hein. Tac. J'ai décidé de publier mon application, parce qu'on aura une application web, hein, via le port 1664. Pourquoi pas, hein. J'aime bien 1664. Voilà, donc je mets ici le port qui sera utilisé pour publier l'application par la suite. C'est vraiment important, parce que on a le port dans le conteneur, il faut aussi mettre le port de publication à l'extérieur, hein. Donc c'est très important. Là, on est dans le port du conteneur pour l'instant. Bien. Alors, une fois que c'est bon, je vais pouvoir lancer ma commande. Boum. Non, entrée. Ah, ah, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai pas fait quelque chose. Non, ah, voilà. Ouh, j'ai eu peur. Ça va prendre un certain temps. Sur ma machine qui n'est pas très, très, très performante, ça va prendre 3 minutes à peu près. Donc, c'est pour ça que je vais interrompre la vidéo et je la reprends juste après. Le temps aussi de souffler un peu. Donc, suspendre la vidéo. Et je reprends l'enregistrement, ça y est, il a terminé. Vous avez vu, hein, 300 secondes, presque 5 minutes. 5 minutes, plus de 5 minutes en fait, avec 5 minutes et 1 seconde. 5 x 6, 30. Voilà. Alors, on a vu ce qu'il a fait. Il a créé l'image Docker, et dans ce processus-là, il a mis la version de 3 de Python. Ensuite, il a récupéré les fichiers, dont le fichier .py, justement. C'est ça qui m'intéresse, moi, hein. Et le fichier pickle aussi, hein. Il a copié dans les contenus de mon répertoire courant, dans le répertoire app qu'il a créé, hein. Et justement, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'était ce fichier-là. Je voulais absolument qu'il soit copié, et ce fichier-là qui est le modèle déployé, qui est le modèle à déployer. On est d'accord là-dessus. Et ça, c'est le programme de déploiement. On est d'accord. Une fois que c'est fait ça, ensuite, il a installé les packages nécessaires à mon application. C'est ça qui a pris un peu de temps, hein. Bon, là, il y a de l'optimisation à faire. Moi, j'ai tout installé pour être sûr, mais bon, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, hein. Pareil, la version 3, j'ai pris la version Python complète. Peut-être qu'il faut prendre une version slim, hein. C'est à vous de voir ça. Mais bon, dans un premier temps, soyons scolaires. C'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. Une fois que c'est fait ça, alors, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je lance Docker Desktop et on a bien l'image qui a été créée. Moins d'1 minute. Bah oui, je viens de la créer tout à l'heure. Donc pour l'instant, c'est une image, hein. Donc cette image-là, je peux la partager justement, hein. J'ai fait des recherches internet du coup, hein. Comment on peut partager des images Docker avec d'autres personnes, parce que c'est bien ça l'idée de déploiement, hein. Quand vous créez une image, c'est pas pour vous. Créer une image, justement, c'est de la déployer par la suite, de la partager avec d'autres personnes pour qu'ils puissent l'utiliser et déployer chez lui. C'est ça l'idée. Alors il y a différents mécanismes, ça vous regarderez, hein. J'ai trouvé un tuto qui me paraît pas mal là. On passe par Docker Hub, c'est une première solution. Il y a une autre solution également, c'est passer par GitHub. Voilà, très bien. Mais bon, là pour le coup, je vous conseille d'aller sur les vidéos de Fanilo.
hein. Là, à mon avis, en cherchant un peu, vous trouvez exactement ce qui est intéressant à faire dans ce cadre-là, hein, pour le coup. Moi, je suis vraiment pas spécialiste là-dessus. Je suis un amateur éclairé, on va dire. Je suis un amateur éclairé, je vois très bien comment fonctionner. Voilà. Après, laissons les spécialistes faire, hein. Ça, c'est toujours chacun ses compétences. Une fois que c'est bon ça, bah, très bien. Donc j'ai mon image. Pour l'instant, c'est qu'une image en fait, je peux partager via, je montre encore, hein, soit via GitHub, soit via Docker Hub. Cette image-là, je vais pouvoir la faire fonctionner, juste comme dans un conteneur. Alors, dans Docker Desktop, c'est très simple, il suffit de cliquer ici. Je vais faire Run. Il me dit, mais alors, quelles sont les options, hein, de ton exécution? On regarde, ça, c'était le port interne du conteneur. Je veux que le port externe soit le même, 1664. Il faut absolument le mettre. Si vous ne le mettez pas, ça va pas marcher. Donc, très bien, sinon, ce ne sera pas visible à l'extérieur, justement, sur le navigateur. Une fois que c'est fait ça, donc j'ai bien cette correspondance-là, je fais Run, et il va runner, voilà. Il m'a dit, c'est bien, c'est en train de fonctionner. Bah, vérifions ça alors. Je lance ici, là, très bien, parce que j'ai mis ça. Et une fois que c'est bon, je mets, bah, voilà, localhost, parce que je suis au local, hein, 1664, j'ai fait un test avant. Et voilà, mon application Streamlit qui fonctionne. Comme exactement, sauf que là, cette fois-ci, quand vous partagez l'image Docker, la personne n'a pas besoin d'installer Python lui-même. Il prend l'image, il l'installe chez lui et boum, il peut la faire fonctionner. C'est ça l'intérêt de l'affaire, hein. Donc, il bénéficie de tout l'environnement que vous avez préparé et tout ça. Lui, il a rien besoin de faire. Récupère l'image, il clique comme moi, cliquer sur une flèche, tout le monde doit être capable de le faire, à mon avis. Et ensuite, il va sur son navigateur et il a l'application Streamlit ici, qui fonctionne très bien, hein, on est d'accord, hein. Je vais zoom un peu arrière. Voilà. Je vais faire tout à l'heure, hein. Admettons que le placement est 80. Voilà. Je clique sur calculer et la prédiction est négative. C'est une personne qui n'a pas le diabète. En revanche, si le placement est 200, par exemple, je clique, la prédiction est positive, ainsi de suite. Et il peut la faire fonctionner chez lui. C'est ça l'intérêt de l'affaire, hein. Alors, regardons ici. On a bien le conteneur, hein, avec les différents éléments. Si je regarde le système des fichiers, là, on comprend mieux, hein, qu'on a bien effectivement un petit noyau Linux minimal, avec justement ici app. C'est là qu'on a copié les affaires, hein. C'est là qu'on a copié les fichiers. Alors, il y a des fichiers superflus ici. Dockerflow, on n'en a plus besoin. Pareil, le fichier log qu'il a créé, Picaré, automatiquement, on n'en a pas besoin. On est d'accord. En revanche, là où c'est vraiment pareil, le requirement, c'était pour pouvoir installer les librairies, on n'a pas besoin. Les deux fichiers qui étaient absolument nécessaires ici pour que ça fonctionne correctement, c'est le fichier Streamlit, voilà, le programme Python qui fait appel à Streamlit, voilà, et le fichier Pickle qui contient le pipeline qui est à déployer. Et on a bien les différents éléments qui fonctionnent. Je suis très content de moi. Pareil, si je mets un point d'interrogation, voilà, boum, ça va changer ici. Vous avez vu, hein? Alors, si je mets un point d'interrogation encore une fois, cliquons. Regardez, positive ici et 0,91. Deux valeurs manquantes, il prédit négative, ainsi de suite, parce qu'il a remplacé là par deux valeurs manquantes. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Il faut absolument que le data scientist ait ces compétences-là. Même si on peut dire c'est pas son cœur de métier, la question du déploiement devient de plus en plus importante parce qu'on est dans un cycle de vie et la mise à jour de modèles devient de plus en plus fréquente maintenant. Et donc, on doit avoir cette compétence-là. On doit avoir absolument cette compétence-là. Même si je n'ai pas acteur direct, il faut qu'on ait au moins une expertise là-dessus, hein, pour qu'on sache exactement ce qui se passe. Et plus on a une expertise là-dessus, plus on est capable de mieux agir de notre côté pour que la suite, hein, se fasse du mieux possible. Même si on n'a pas à le faire nous-mêmes, même si on n'a pas à le faire nous-mêmes, c'est important qu'on ait une bonne visibilité pour savoir exactement quelles sont les meilleures actions de notre côté pour que ce déploiement-là se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et là, ce qu'on a vu ici, c'est que on a créé une image Docker, on a créé une application Streamlit qu'on a encapsulée dans une image Docker, et cette image-là, on a exécuté dans un conteneur Docker, et on a notre application qui fonctionne ici, hein. On est bien ici, hein, dans des conteneurs, là, il est bien en train de fonctionner, là, hein, oula, qu'est-ce que j'ai fait, là? On est bien en train de fonctionner, vous avez vu, hein, ça fait 3 minutes qu'il est en train de fonctionner. Donc ça fait 3 minutes que je suis en train de parler, là. Enfin, en tout cas, sur cette partie-là. Et on a bien notre application qui fonctionne. Très bien. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que ça pourra faire progresser, qu'on ait chacun une bonne visibilité. Et excellent travail à tous.